messieurs, bonsoir. Il est 20h sur la TFM à la une ce samedi. Un grand rassemblement pour défendre le prophète de l'islam et condamner l'islamophobie. Les manifestants se sont donné rendez-vous sur la place de la Nation. Ils réclament des excuses de la part d'Emmanuel Macron après sa déclaration sur les caricatures du prophète Mohammed. Un gouvernement recyclé, voilà comment Thierno Alassane Sall qualifie la nouvelle équipe de Macky Sall. Le président de la République des Valeurs et ancien ministre accuse le pouvoir de mener une politique d'emploi lamentable qui pousse les jeunes à mourir en mer. Mengen, c'est dans le département de Kébémer. Ce village vit des moments sombres. Plus de 20 jeunes ont embarqué à bord de pirogues pour joindre les côtes espagnoles. Et depuis lors, aucune nouvelle. Les familles se préparent au pire. Et puis, fin de suspense aux États-Unis, Joe Biden a été élu 46e président de la première puissance mondiale. Sur son compte Twitter, le démocrate promet d'être le président de tous les Américains. Donald Trump, lui, parle de précipitation. Merci de choisir la TFM. Des centaines d'hommes et de femmes se sont rassemblés sur la place de la Nation cet après-midi pour dénoncer les caricatures du prophète Mohammed. Le rassemblement des Sénégalais contre l'islamophobie a vertement critiqué l'attitude d'Emmanuel Macron. Les membres exigent du président français des excuses à l'endroit de la Oumma islamique. Mohamed Sambé Gerveyao. Le drapeau de la France et même l'effigie du président français Emmanuel Macron, deux symboles brûlés en guise de protestation. Une façon pour ces manifestants de marquer leur indignation suite aux caricatures du prophète Mohammed. Là où nous sommes, les autorités religieuses de Touba sont représentées. Tivaouane, Ndiassane, Thiénaba, Niassène, Medina Baye, Layène. Famille omarienne et même l'église. Nous condamnons fermement les caricatures sur le prophète de l'islam. Nous ne blâmons pas la France, mais Macron et tous ceux qui soutiennent les caricatures. Mondialiste française. À la place de la Nation, la tension était palpable. De l'avis de certains manifestants, le président français doit revoir sa copie. Nous exigeons du président français des excuses envers les 2 milliards de musulmans que nous sommes. Et nous lui disons à partir de Dakar qu'il s'est fortement trompé en acceptant qu'on caricature le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous son magistère, en acceptant qu'on caricature le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son pays. Ces acteurs venus en masse ont déploré ce qu'ils appellent le silence des autorités. Ce que nous ne comprenons pas, c'est pourquoi nos autorités n'ont pas participé à la marche. Il semble que les hommes politiques ne sont avec nous que lorsque ça les arrange. Sénégal buñ leen soxlaa ci yu demee nii xawma lu leen képp nag ba yónnee wuñ fi ñëwuñu fi loolu nag metti na ci xol. ñoom loolu intéressé wu leen parce que ñun xaaruñu fi homme politique parce que xam nañ ñoom dañu am seen texte yoo xam ne àndul ak l'islam wax àndul ak li dina wax. À l'instar des pays arabes, le rassemblement des Sénégalais contre l'islamophobie a tenu son événement, occasion saisie pour demander à Emmanuel Macron de présenter ses excuses à tous les musulmans du monde. Un rendez-vous qui a réuni beaucoup de fidèles malgré le contexte actuel lié à la pandémie Covid-19. À Ziguinchor également, des dizaines d'associations musulmanes ont tenu un sit-in sur la place Gao pour protester contre ces caricatures. Un mémorandum a été lu et remis au préfet. Mam Ngom est la porte-parole des manifestants. Nous l'écoutons au micro de Boubacar Diassi. La rencontre d'aujourd'hui, son objectif est de rassembler autant de musulmans que possible pour marquer notre indignation après les propos du président Emmanuel Macron suite aux caricatures blasphématoires sur notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous sommes sentis blessés. Nous avons senti que notre foi a été insultée. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un fondement dans notre foi. La
vous n'êtes pas sans savoir que la profession de foi musulmane, c'est la croyance en Dieu et en son prophète. Paix et salut sur lui. Donc, toute atteinte à notre prophète bien-aimé, nous ressentons ça comme une insulte. C'est notre foi qui a été insultée. Donc nous venons marquer, n'est-ce pas, notre indignation, n'est-ce pas, notre profond écœurement. C'est plutôt une conférence religieuse qui s'est tenue sur la place Gao à Ziguinchor. Autre point de l'actualité, la rafale de critiques contre le nouveau gouvernement ne finit pas. Et cette fois-ci, c'est Thierno Alassane Sall qui traite d'incapables l'ensemble des membres de la nouvelle équipe. Actualité oblige, il a évoqué la recrudescence de l'immigration clandestine due, selon lui, à un échec de la politique de l'emploi du pouvoir. Le leader de la République des valeurs a aussi parlé de son livre lors de sa conférence de presse. Pafaragning Thierno Laurent Mendy. Gouvernement de recyclage est inopportun. Le président de la République des valeurs tire sur le régime de Macky Sall. Il soutient que ces derniers ne vont rien régler dans ce pays. Le nouveau gouvernement, est-ce qu'il est nouveau? Ceux qui étaient là sous Diouf, puis ceux qui étaient là sous Wade, et ceux qui étaient là sous Macky. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce gouvernement? Et est-ce que vous pensez que les mêmes qui ont fait des politiques, qui ont ramené les gouvernements dans lesquels ils étaient à l'échec, vont tout d'un coup redevenir des années après plus performants avec un capitaine qui est moins performant que les présidents passés, faire du miracle? L'ancien ministre de l'Énergie lie l'immigration clandestine au manque d'emploi, mais surtout l'échec du président Macky Sall. Nous avons expliqué que l'immigration clandestine doit à l'échec de nos politiques, par exemple les accords de pêche qui ont rendu nos côtes quasiment vides de poissons, ainsi qu'un certain nombre d'autres accords et choix économiques qui ont fait que l'économie du pays ne marche pas et que le chômage est extrêmement élevé et que les jeunes n'ont d'autre perspective que d'aller en mer pour beaucoup d'entre eux dans l'espoir de survivre. Thierno Alassane Sall est revenu sur son livre Les protocoles de l'Élysée pour vilipender tous les régimes précédents. Des exemples de la généralisation de la corruption en utilisant la puissance publique dans des exemples comme Global Voice, comme les immeubles de la RTP, l'aéroport d'apport, frapport, etc. Et les licences de pêche, et je reviens plus en avant d'ailleurs sur le pétrole et le gaz, parce que cette caste politique-là a pour point commun la recherche de l'enrichissement coûte que coûte. Et c'est d'ailleurs ce qui explique le remaniement arrivé récemment. Vous ne voyez pas quelqu'un qui a 58% qui se trouve presque dans l'obligation d'aller collaborer avec d'autres. Face à la presse, le président de la République des valeurs a tiré à boulet rouge sur le régime actuel. Il a aussi dénoncé tous les scandales. Et plusieurs familles dans le village de Mengen, dans le département de Kébémer, vivent dans l'incertitude totale. Plus de 20 jeunes voulant gagner l'Europe clandestinement sont portés disparus. Personne ne sait s'ils sont arrivés à destination ou s'ils ont péri en mer. Au village, on se prépare au pire. Le reportage sur place de Thierno Fall. Thierno Fall que nous allons certainement retrouver dans quelques instants ou au cours de ce journal. Le chômage, c'est la principale raison qui pousse certains à tenter la traversée périlleuse de la Méditerranée. Le ministère du Commerce et des PME pense qu'avec la création de 500 emplois, des jeunes et femmes devraient renoncer à prendre des embarcations de fortune. Le projet a été lancé à Bignona. Nous écoutons la ministre Aminata Assom Diatta au micro de Boubacar Diassi. Nous sommes déterminés à réussir cette initiative 500 qui consiste à accompagner 500 jeunes et femmes vers la réalisation de leurs objectifs sociaux. Donc il s'agit pour nous de vous mettre le pied à l'étrier. Parce que la jeunesse est la plus belle promesse d'un pays. Vous êtes l'espoir et l'avenir de notre cher pays. Vous êtes les décideurs de demain. C'est sur vous que reposera le Sénégal de demain. Vous avez une grande responsabilité, chers jeunes. Cette responsabilité vous engage, vous incombe, vous oblige.
Ne passez surtout pas à côté de cette responsabilité qui vous attend et vous suit comme une ombre. Chers jeunes, la réussite est possible dans notre cher pays, le Sénégal. Notre rôle, nous, politiques, c'est de vous montrer le chemin, de vous accompagner, de vous former, vous donner les outils nécessaires pour atteindre vos objectifs. À Notto-Gouye-Diama, c'est dans la région de Thiès, les populations ne dorment plus que d'un seul œil. L'insécurité y est réelle. Alors pour y faire face, la municipalité a mis en place une brigade composée d'ASP. La localité grandit et a besoin de plus de ressources pour assurer la sécurité des habitants. C'est un reportage de Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Pour faire face à la délinquance, aux jeunes qui empruntent les pirogues pour aller en Espagne, le maire de Notto-Gouye-Diama, en collaboration avec la sous-préfecture de Pambal, a mis en place une brigade de surveillance dédiée aux agents de sécurité de proximité. Parce que nous avons essayé de créer une brigade ou une police municipale pour essayer de sécuriser davantage la commune de Notto. Donc nous remercions le ministre de l'Intérieur, mais plus particulièrement M. Biram Faye, parce qu'il nous a aidés à avoir 10 ASP qui vont travailler en parfaite collaboration avec le maire, avec les chefs du village. Le sous-préfet de Pambal constate que cette brigade dans la commune de Notto-Gouye-Diama va jouer un rôle capital pour la sécurité des populations. Tout le monde sait que la commune de Notto-Gouye-Diama est en train de prendre un envol sur le plan démographique. Et si on n'y prend pas garde, la gestion de la commune de Notto risque de prendre des proportions inquiétantes si le plan sécuritaire n'est pas pris en compte dans de très bonnes conditions. La brigade de gendarmerie est certes présente avec les résultats que nous avons constatés, mais je pense que la sécurité également doit suivre le rythme d'évolution de la population. Cette population, ce que nous demandons par rapport à ces ASP, c'est uniquement le respect et la considération. Par ces actes posés par les autorités locales et administratives montrent l'insécurité qui règne dans cette localité du département de Tivaouane. Cette grosse inquiétude des producteurs de riz de la vallée du fleuve Sénégal, des rats, des insectes et des oiseaux granivores ont détruit près de 9000 hectares de riz déjà emblavés. Ces producteurs ont lancé un SOS à l'endroit des autorités centrales. Nous les écoutons au micro d'Ousseynou Diop et Habib Seka Saint-Louis. En réalité, nous avons emblavé 897 hectares en hivernage. Les rats, les insectes et les oiseaux granivores ont envahi tous nos champs. Sur ce, nous interpellons l'État, particulièrement le président de la République, M. Macky Sall, de nous venir en aide par rapport à cette situation. Car nous avons contracter des crédits des partenaires financiers. Et si l'État ne trouve pas une solution à cette action, nous aurons des difficultés à honorer nos engagements vis-à-vis de nos partenaires financiers. Et que les jeunes qui vivent ici vivent d'énormes problèmes et ce sont nos enfants. Maintenant, si on ne les vient pas en aide, donc ce qui peut leur entraîner à aller vers l'immigration clandestine. Et nous ne voulons pas ça. À Fatick, 12 000 hectares de terres salées vont être récupérés ces 4 prochaines années. Le projet a été lancé hier vendredi. 4 milliards de francs CFA sont prévus pour la restauration des bases productives et des terres salées. La correspondance d'Aminata Goudjabi Abdoukarim Bey. Ce projet de lutte contre la salinité des terres est financé à hauteur de 4 milliards de francs CFA par le Fonds vert pour le climat. Il va être mis en œuvre dans la région de Fatick sur une durée de 4 ans. L'objectif final est de récupérer plus de 10 000 hectares de terres dégradées par la salinisation. 12 000 hectares de terres qui vont être récupérés donc à la fin du projet et qui vont donc être maintenant fertiles et utilisés par ces populations. En termes d'emploi aussi, M. le gouverneur l'a dit, il y a à peu près 2800 emplois qui sont prévus. Renforcement de capacité. Donc, il y a les bénéficiaires directs et les bénéficiaires indirects. Il y a près de 100 000 bénéficiaires directs parce qu'au-delà même de la zone couverte par le projet,
toutes les communes environnantes vont encore en bénéficier. 6 communes des départements de Foundiougne et de Fatick sont ciblées par ce projet qui, selon l'adjoint du gouverneur de Fatick chargé du développement, vient à son heure dans ce contexte marqué par l'immigration clandestine. Parce qu'on sait qu'actuellement, la problématique qui soulève un peu, ou bien la passion des populations, c'est le phénomène de l'immigration clandestine qui aujourd'hui donc a repris. Mais ce projet-là contribuerait, à mon avis, à freiner un peu ce phénomène quand vraiment les résultats attendus de ce projet-là seront quand même observables au niveau régional. Dans la région de Fatick, ce sont plus de 265 hectares de terre qui sont affectés par la salinité. Plusieurs projets ont déjà eu à intervenir pour lutter contre le phénomène, mais ce nouveau projet intitulé « Accroître la résilience des écosystèmes et des communautés par la restauration des bases productives et terres salées » mise sur une approche participative pour mieux toucher sa cible. Makhtar Dieye, directeur technique du Centre de suivi écologique. Le phénomène est immense et il y a plusieurs initiatives qui ont été instaurées auparavant. Vous avez cité un nombre de projets. Justement, ce projet tire des leçons de ces expériences et aussi, surtout, avec une approche, disons, plus participative. Vous avez vu que toutes les parties prenantes, les cultures locales, administratives, les populations, elles ont toutes été rassemblées et nous avons pris en compte leurs préoccupations dans le montage. Outre le centre de suivi écologique, les activités du projet seront conduites par l'Institut national de pédologie, le Réseau africain pour le développement intégré et l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources. Nous vous en parlions tout à l'heure. Plusieurs familles dans le village de Mengen à Kébémer dans une incertitude totale. Plus de 20 jeunes voulant gagner l'Europe clandestinement sont portés disparus. Personne ne sait s'ils sont arrivés à destination ou s'ils ont péri en mer. Dans le village, on se prépare au pire. Tchernofal. Nous sommes à Mbengen Diawar, l'une des localités du département de Kébémer la plus touchée par le phénomène de l'immigration clandestine qui secoue le Sénégal. Il y a quelques jours, beaucoup de jeunes de ce village avaient quitté leur famille pour se rendre en secret en Espagne à l'aide des pirogues. Beaucoup ont quitté le village. Moi-même, je ne parviens pas à déterminer les noms ni le nombre. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont quitté. Mais personnellement, je ne connais ni le nombre, ni aussi même les noms, parce que c'est un gros village. Il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui ne se connaissent pas aussi dans le village actuellement. Aujourd'hui, avec les nombreux incidents qui se sont produits dans les eaux et qui ont emporté beaucoup de jeunes voyageurs clandestins, à Mbengen, la population vit dans le désarroi et la consternation car jusqu'à présent, les parents n'ont aucune nouvelle concernant le sort de leurs enfants. La situation actuelle est indescriptible, d'autant plus que vraiment aussi c'est un gros village, un village, n'est-ce pas, d'une même famille, issu d'une même famille. Donc quand il y a mort d'homme, c'est difficile. Surtout quand on a dit qu'il y a beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, qui ont péri, n'est-ce pas, en mer encore, c'est encore difficile. Mais on est toujours que nous sommes dans l'incertitude. Nous sommes dans l'incertitude. Et aussi nous crions fort que l'État fasse des recherches pour nous trouver nos fils disparus. Même si ce sont les corps qu'on trouve, vraiment aussi ce serait mieux que... Les pères de famille complètement dépassés par la situation ignorent également tout sur l'organisation de ce voyage secret. Les enfants ne nous ont rien dit. Moi qui parle avec vous, j'ai un frère qui est parti, je ne sais pas s'il est mort ou pas, mais je suis sûr qu'il revienne un jour. Concernant les raisons qui ont poussé les jeunes à vouloir partir dans ces conditions, les villageois pointent du doigt le manque d'emploi dans le monde rural. L'État n'a absolument rien fait. Tout ce que vous voyez dans le village, ce sont les fils du village, n'est-ce pas, qui l'ont fait. Là, il y a des jeunes, n'est-ce pas, instruits, qui ont leur master, d'autres, n'est-ce pas, ont leur licence et autres. Mais il y a toujours un problème de travail. Toujours un problème de travail. Et c'est ça qui pousse aussi les jeunes à aller, n'est-ce pas, s'aventurer, n'est-ce pas, de manière illégale. Et le principal responsable, c'est l'État. Jusqu'ici, on ignore le nombre exact de jeunes qui avaient pris la pirogue, mais selon les informations recueillies sur place, on parle de plus d'une vingtaine de jeunes candidats à l'immigration clandestine dans le village.
Tchernofal. Le nombre de malades du coronavirus continue de baisser dans le pays. Ils ne sont plus que 49 sous traitement. Pour ce samedi, 17 nouvelles contaminations sont enregistrées, dont 4 cas contacts et 13 issus de la transmission communautaire. Pas de décès. Dans l'actualité culturelle, littérature et pandémie, c'est le thème de la journée internationale de l'écrivain africain. La 21e édition a donc été l'occasion pour se pencher sur la littérature africaine en cette période de crise sanitaire. Fatou Bintou Conté et Diafaraba. C'est ce samedi qui célébrait la journée internationale de l'écrivain africain. Pour cette 21e édition, la pandémie de la Covid-19 a été au centre des débats, avec comme thème littérature et pandémie, la riposte des écrivains africains face à la Covid-19. De ce que les écrivains, les artistes, les poètes, les dramaturges, tous ceux qui sont dans les lettres et les arts ont fait pour participer à l'éveil des consciences, pour amener nos concitoyens, par le biais de l'art et de la littérature, à adopter de nouveaux comportements, ce qu'on a appelé les mesures barrières pour lutter efficacement contre la Covid-19. L'arme de l'écrivain, c'est la plume. Nous avons combattu l'apartheid avec la plume. Nous avons combattu la colonisation avec la plume, la néocolonisation aussi avec la plume. Donc c'était très juste et c'est très normal que, par exemple, à l'occasion de cette pandémie qui est en train donc de détruire pratiquement le monde, que les écrivains s'impliquent. À cet effet même, un concours littéraire a été organisé où plus de 800 productions ont été collectées. Pour cela, vous voyez, nous avons lancé un concours de poésie, mais qui était réservé aux jeunes talents. Et vous avez vu nous avons reçu près de 800 poèmes pour ça. Dans tout le Sénégal, ça prouve que l'écrit joue un rôle extraordinaire pour la promotion sociale de l'homme. Alors donc nous l'avons, c'était notre manière de combattre et nous allons sortir cette anthologie de poésie contre la Covid-19 et qui fera l'objet même d'un spectacle total qui sera mis en scène par Pape Faye et sa troupe. Ce qui fait dire au directeur de cabinet du ministre de la Culture et des Communications que les écrivains africains n'ont jamais baissé la garde quant à la lutte contre la Covid-19 de par leurs plumes. Face à la Covid-19, nos écrivains africains n'avaient baissé ni la plume, ni la garde, le calame à portée de main, l'esprit toujours en alerte. Cette riposte réfléchie, conçue et engagée à travers tous les genres littéraires, trouve ici et maintenant une de ces manifestations les plus abouties, les plus consensuelles. Je vous nomme la Journée internationale de l'écrivain africain dans sa 28e édition. Pour cette édition, le Gabon a été l'invité d'honneur et beaucoup d'artistes et beaucoup d'écrivains ont été primés. Et sachez que le prix Amadou Cissé Dia est décerné cette année à l'artiste comédien Moustapha Diop. Cette distinction récompense l'homme pour l'ensemble de sa carrière longue de 50 ans environ. Moustapha Diop est interrogé par Fatou Bintou Conté et Diafaraba. C'est un sentiment de satisfaction et de fierté parce qu'en recevant ce prix, je me suis un peu remémoré le passé, les années où j'ai commencé à faire du théâtre parallèlement à mes autres activités. Et je me rends compte que cela fait bientôt, de 1970 à l'an 2000, cela fait 50 ans. Donc cette distinction vient à son heure. Et en la recevant, j'ai pensé à tous mes artistes, à mes amis de Diamoneité, de Daara Kocc, et surtout au père fondateur du théâtre radiophonique et populaire El Hadj Abdoulaye Seck, qui nous a initiés dans ce métier, à mes amis de Daara Kocc qui sont plus de ce monde, à ceux de Diamoneité et à tous les artistes. Vraiment, ce fut un chemin très long avec des compagnons de route qui sont restés en chemin et donc ma pensée va vers eux. Et je prie pour eux en cette circonstance. Et le prix, à eux, leur est dédié, comme à ceux qui restent. Vraiment, je dédie ce prix à tous mes compagnons du théâtre. Et c'est une fierté pour moi, pour mes amis de Daara Kocc, de Diamoneité et pour les artistes en général et pour les jeunes surtout, pour les encourager à persévérer parce que, comme on dit, la récompense est au bout de l'effort.
Une partie du site qui abrite le centre de santé de Colobane a été cédée à des promoteurs privés. L'association And Defar Sunu Gox de Colobane accuse la mairie. Les membres ont organisé une journée d'investissement humain au lycée John Fitzgerald Kennedy. Le président de l'association, Thierno Ndiaye, est interrogé par Dissa Prera. Ce week-end, nous sommes donc dans la phase terminale. Nous sommes dans le lycée Kennedy qui était quand même dans un état d'abandon. En fait, on ne peut pas dire d'abandon, mais un état quand même assez avancé d'insalubrité. Donc il nous fallait donner un coup de main au proviseur du lycée et l'intendant qui avait déjà entrepris les efforts. Malheureusement, ils sont tombés sur des entreprises qui n'ont pas joué le jeu. Donc on s'est décidé à leur donner un coup de main vu l'état vraiment d'insalubrité qu'il y avait dans ce lycée. Donc depuis hier, nous sommes là avec les équipes de l'UCG que nous remercions au passage, qui ont abattu un travail colossal. Donc avec des moyens mécaniques, ce qui nous a permis en fait de faire ce qu'il y avait à faire. Nous voyons que la commune, la mairie de la commune est en train de céder une partie des terres de centre de santé à un promoteur privé pour qu'il y mette des entrepôts ou des cantines, ce que nous trouvons vraiment aberrant, c'est vraiment catastrophique. Vraiment, nous pensions que la commune devrait plus peut-être penser à améliorer les conditions d'hébergement, mettre d'autres spécialités comme la traumatologie, la cardiologie, mais ne pas utiliser en fait cet espace disponible là pour des activités commerciales qui n'ont rien à voir dans un centre de santé. Nous en venons à l'actualité hors du Sénégal, la Guinée tout d'abord. Après le verdict de la Cour suprême déclarant Alpha Condé vainqueur de la présidentielle, Cellou Dalein Diallo a rejeté cette décision. À travers un communiqué, le leader de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, déclare, je cite, « La Cour suprême a lamentablement manqué le rendez-vous qu'elle avait avec un moment décisif de l'histoire. Les membres ont préféré se mettre au service d'un homme et de ses ambitions plutôt que de respecter leur serment et de défendre le droit et la vérité des urnes. » Accepter cette décision revient à se rendre complice de l'assassinat de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Fin de citation. Par ailleurs, Cellou Dalein Diallo appelle les Guinéens à défendre leur suffrage par tous les moyens légaux. Joe Biden a été élu président des États-Unis. Le candidat démocrate a totalisé 290 grands électeurs selon Associated Press contre 214 pour le président sortant Donald Trump. Ce dernier ne semble pas accepter la victoire de son rival. À travers un communiqué, il accuse même Joe Biden de précipitation. L'attente a donc été longue, 4 jours environ, pour Nita Wiggins, ancienne reporter à Fox TV et enseignante à l'ESJ de Paris. C'est la crise sanitaire surtout qui a favorisé la victoire de Joe Biden. Nous l'écoutons avec Chérif Diop. Bonjour. Et pourquoi les électeurs ont choisi Biden? Je voudrais dire, sans la tragédie du coronavirus, Biden n'aurait pas gagné cette élection. Tous les problèmes auxquels est confronté le pays se sont empirés sous la présidence de Trump. Je parle de la crise du logement, les factures exorbitantes des soins médicaux et surtout la fracture sociale au niveau des revenus par habitant. Vous y ajouterez la violence policière face aux citoyens. Selon mon analyse, les gens pouvaient encore admettre tout ça et voter pour Trump. Mais la crise de Corona a laissé une grosse empreinte. Pour beaucoup, cela leur a coûté leur travail. Pour certains, leur maison. Les gens ont peur de la faillite après avoir travaillé toute leur vie. La pire est qu'on dénombre ce jour plus de 230 000 morts aux États-Unis. Le COVID a envahi nos maisons, nos vies, et M. Trump ne nous a pas aidés à le combattre.
Mais il resterait que Donald Trump a reçu le soutien d'une part importante des électeurs. Et c'était Nita Wiggins, enseignante à l'ESJ de Paris sur la présidentielle américaine avec la victoire du candidat démocrate Joe Biden. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Très bonne soirée, excellent week-end et à très bientôt. Restez sur la TFM. Au revoir.